On peut ouvrir la discussion si vous voulez. Moi j'ai une remarque un peu générale et puis si vous voulez demander la parole à distance ou dans la salle de lever la main virtuellement ou réellement. Peut-être qu'on peut partir de la remarque d'Anne Mayer dans le chat, qui est de dire peut-être qu'il faut différencier entre la différenciation qui aboutit à une discrimination et la différenciation qui aboutit à adapter ou à personnaliser. Alors on l'a vu dans les trois interventions, ça rejoint un vieux sujet de philosophie morale. Est-ce qu'une inégalité, elle donne nécessairement lieu à une injustice, ou est-ce qu'il n'y a pas une prise en compte des inégalités, des différences réelles, qui est au contraire nécessaire pour produire une justice réelle? Et puis vous nous avez tous emmenés, explicitement ou implicitement, aussi vers les procédures ou les manières de faire pour soit corriger les inégalités ou les injustices, soit rendre plus juste l'allocation des ressources rares, l'accès aux soins, et dans le dernier cas, l'adaptation et la prise en compte des différences. Vous avez évoqué la collégialité, la démocratie, la participation des usagers, la recherche, etc. Moi, j'ai peut-être une question pour lancer, qui est un peu, je ne sais pas qui veut s'en saisir, en fait, elle rebondissait sur l'exposé de Cyrielle et elle revenait à Élie. Quand vous avez montré, Élie, qu'il y a une différence dans les soins attendus pour les femmes d'origine d'Afrique subsaharienne, et que vous insistiez sur les biais, on ne pouvait pas ne pas se demander si le fait qu'il y ait des différences comme ça venait pas au contraire aussi d'une insuffisante prise en compte des aspects interculturels et des attentes peut-être différenciées de différentes populations par rapport à un accompagnement médical ou de santé d'un suivi de grossesse. Et est-ce que vous avez l'impression que dans les différences entre les soins reçus et les soins dont on aurait pensé qu'ils auraient été nécessaires, c'est parce qu'il y a eu des soins différenciés, ou est-ce que c'est pas parce qu'au contraire, comme le suggérait Cyrielle pour finir, il y a peut-être une trop grande indifférenciation dans l'accompagnement qui est proposé à certains moments, pour que certaines y retrouvent leur compte? Je crois que de toute façon, les deux mécanismes sont à l'œuvre. On peut imaginer que ce seraient des logiques antagonistes qui viendraient en se télescopant à annihiler toute la problématique, mais en réalité, elles se cumulent. Je crois que la trop grande indifférenciation liée à la méconnaissance des attentes différentielles en fonction des patients, en fonction de leur appartenance à certains groupes, est clairement un élément qui vient impacter l'interaction avec le système de santé. Et ne serait-ce que pour des questions de langue, hein, le simple fait de prendre son téléphone, d'essayer d'avoir un rendez-vous en consultation dans un hôpital, montre à quel point on n'est pas tous égaux devant ça. C'est la galère pour tout le monde, ça c'est clair, mais c'est des galères vraiment qui vont dans certains cas aboutir et dans d'autres rester sans aucune solution. Et donc là, on est vraiment dans cette notion d'un système de santé qui n'est pas sensible aux difficultés rencontrées en particulier par certains groupes. Et ça, c'est un premier élément. Après, effectivement, il y a très peu, je dirais, de formation aujourd'hui des professionnels de santé aux questions d'interculturalité. Et aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de patientes ne se retrouvent pas dans les soins qu'on leur propose ou ne les contraignent pas parce qu'on n'est pas en mesure de les expliquer correctement, d'utiliser les codes qui vont bien pour les faire passer. Et c'est ce que je voulais dire quand j'évoquais la question de la littératie en santé. En fait, la littératie en santé, c'est une notion extrêmement vaste qui regroupe beaucoup d'entités différentes, mais notamment cette question aussi de pouvoir
mobiliser les bons éléments en fonction du niveau de littératie en santé. Et ça, les professionnels de santé aujourd'hui sont très peu formés à ça. Et les ressources mises à notre disposition sont aussi très limitées. Donc, je crois que là, effectivement, il y a une vraie question. Je profite d'avoir la parole pour rebondir sur quelque chose qui me paraît extrêmement important et extrêmement pertinent dans toute la réflexion qu'on a et qui a été souligné par Cyrielle Clavry tout à l'heure, qui est cette question aussi de ne pas standardiser à l'extrême les parcours de soins, les prises en charge, bien sûr au risque de perdre après l'adéquation avec la singularité des besoins individuels. Et je crois que c'est toute la différence ici entre le protocole qui va nous permettre finalement d'organiser la décision médicale et l'algorithme qui va construire la décision médicale. Et avoir des protocoles dans lesquels on intègre le temps, la collégialité, dans lequel on intègre aussi le temps nécessaire à rassembler les informations indispensables, etc. Fondamental, et c'est ça qui va permettre de penser des décisions au cas par cas, au plus près des besoins individuels. Et l'algorithme, c'est autre chose, puisque l'algorithme, justement, en dehors des éléments pris en compte dans la construction de l'algorithme, finalement, tout le reste est gommé. Et on sait que les algorithmes ne peuvent travailler qu'à partir d'un certain nombre très limité de variables et qu'on n'arrivera pas à prétendre ça. Et donc, l'algorithme, bien sûr, il a du sens dans certains cadres de médecine d'urgence où il faut aller très vite et pouvoir produire des décisions, mais certainement pas dans toutes les situations. Merci beaucoup. Joris, Cyrielle, et après, peut-être… OK. Joris. Oui, entièrement d'accord avec ce qui vient de dire par Dr. Razia. Pour préciser, je pense que le facteur clé, là, c'est le temps. Ça a été évoqué à plusieurs reprises dans les différentes interventions. Il y a la nécessité de la formation, mais là aussi, on en revient au temps, et la nécessité d'adapter ou de communiquer. Et là aussi, on en revient à ce facteur temps, qui est vraiment quelque chose dont on nous prive de plus en plus dans l'accompagnement sanitaire et médico-social dans les temps qui courent depuis plusieurs décennies, comme le disait une intervenante précédente. Et là, voilà, on se confronte un petit peu à ce mur, c'est-à-dire qu'on peut expliquer quelles sont les bonnes orientations, on peut essayer de définir quelles sont les pistes d'évolution, on peut faire prendre conscience de ces biais ou de la nécessité de se former sur différents types de communication ou d'explication des soins à prodiguer, mais on va toujours se retrouver confronté à ce facteur temps. Et là, il faut aussi… Quand on est professionnel, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont présents, voilà, avoir un petit peu éviter l'autoflagellation aussi. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que beaucoup de professionnels en santé, médicaux et paramédicaux, là, ont vraiment l'impression de ne pas pouvoir être bien traitants dans leur pratique et font un effort, comme on le voit aujourd'hui, pour justement améliorer ces pratiques et identifier ces biais. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel et dans le manque de temps, sur la question du handicap, le temps est des questions somatique. Il y a un travail fantastique par le docteur Jia Saravan, justement sur les consultations somatiques. Le résultat, c'est qu'effectivement, sur des populations autistes, les consultations durent longtemps. Voilà, une bonne consultation, dans ces cas-là, c'est 2 à 3 fois plus longtemps. On ne peut pas retirer là la notion de temps, de personnel, de nos réflexions. On se limite. Voilà, merci beaucoup. Merci. Pour dire sur ce que vient de dire Yoris, l'un des solutions qu'on a trouvées justement pour pallier ça, c'est le fait d'avoir des référents dans les hôpitaux pour qu'il y ait un recours rapide de professionnels entre eux pour un étayage et une prise de décision. Je pense notamment au SAMU. Normalement, dans les mesures qui ont été annoncées lors des CIH, il devrait y avoir un référent sur les patients en situation de handicap qui serait dans les centres 15.
Et par exemple, le cas de cette petite fille qui était polyhandicapée, s'il y avait eu un référent qui avait expliqué la situation et qui avait dit peut-être qu'elle n'allait pas mourir, mais qu'il fallait la prendre en charge, peut-être que ça se serait passé un petit peu différemment. Moi, je voulais revenir en creux sur le risque en fait de ces ISS. Bon, alors, le risque en termes de perte de vie, il est évident. Il y a un risque en termes de perte de qualité de vie qui est très important également. Et il y a aussi un risque pour moi que je vois poindre. Je ne sais pas si vous avez vu les les différentes polémiques qu'il y a pu avoir sur le sujet. C'est qu'à un moment, praticiens, en fonction de critères d'âge, sexe, de race et d'orientation sexuelle. Ça existe déjà, il y a des échanges qui se font, il y a des annuaires sur Internet pour trouver une gynécologue racisée. C'est comme ça qu'ils disent. C'est-à-dire que moi, en tant que républicaine, même une réaction à un moment quand on va avoir à subir des inégalités ou qu'on va être mal comprise, mal accompagnée dans le risque, c'est d'aller chercher même autre miroir que nous, un facteur détérioration. Et un risque que je voudrais bien en tête également, c'est qu'à un moment, on risquerait d'avoir les femmes qu'avec des médecins femmes, les gays qu'avec des médecins gays, les personnes d'Afrique subsaharienne qui n'iraient consulter que des personnes originaires de l'Afrique subsaharienne. Et je ne pense pas que cela soit une gloire pour notre modèle national. Et enfin, pour rebondir sur les algorithmes, et je suis tout à fait raccord, à un moment, et pas notre vision de la dignité de la personne qu'on doit projeter, ce qu'on pourrait peut-être programmer et encore sur des algorithmes, mais c'est bien la vision que la personne a d'elle-même de sa dignité, de son respect de soi, et la vision que sa famille a de la dignité de la personne. Et ça, c'est très simple, c'est l'exemple poche de nous. C'est plus pratique pour les soignants, c'est plus pratique pour les gens. On lui donne à manger à la cuillère parce qu'elle veut garder ce repas autour de la table, ce temps de discussion, etc., etc. Et que ça doit avoir une pondération majeure dans la façon dont on conçoit le protocole d'accompagnement ou de soins de cette personne-là. Et ça, je ne sais pas comment on pourrait le programmer, en fait. Merci beaucoup. On a 2 questions dans la salle, monsieur, puis Florence Juzo juste après. Merci. Je voulais juste revenir sur le deuxième exposé. J'ai un biais parce que je suis médecin en cancérologie, mais on parle beaucoup du tri en réa parce que c'est médiatisé, parce que c'est visible, parce que c'est une maladie contagieuse pour le Covid. Mais on fait ça tous les jours. Alors je mets à part le choix du patient, mais selon l'âge, selon la comorbidité, selon le coût du traitement. Est-ce qu'on doit, en 15e de traitement, donner un traitement qui coûte 100 000 € par an? Des places disponibles, ça c'est bien la question ici, du personnel disponible. Donc le choix, enfin le tri, entre guillemets, on le fait depuis des années. Sauf que là, il y a une médiatisation importante. Et je suis d'accord sur votre conclusion qu'il faut qu'on en parle, il faut que ça fasse partie du débat public. Je suis juste un peu inquiet sur le débat politique actuel où on parle essentiellement de la vaccination, de l'autonomie des gens, mais on ne parle pas des moyens qu'on doit y mettre. Et c'est peut-être ça qui est un peu plus... qui fait un peu plus peur, mais le choix, le tri, on le fait depuis ça existe. Florence, c'est sur le même point? Oui, c'était sur le même point. Peut-être poser là comme ça. Oui, moi c'était sur le même point, parce qu'effectivement, on peut se dire que les ressources sont insuffisantes, et je ne suis pas là du tout pour dire que l'hôpital est en bonne santé. Pour autant, je pense quand même que la première crise du Covid, on n'aurait jamais pu anticiper et avoir le budget nécessaire. Et en tout cas, je pense qu'on ne peut pas imaginer un monde où il ne peut jamais rien arriver qui ne limite pas les ressources que l'on a. C'est ça que je veux dire. Et donc, du coup, pour moi, penser le tri, penser l'allocation des ressources dont on dispose, c'est un devoir, là, pour le coup, éthique. Et donc, pour moi, penser les priorités, c'est quelque chose qu'on devrait même s'autoriser à penser quand on n'est pas en crise, et donc penser les critères qui sont utilisés chez certains patients âgés en réa, en cancéro, etc. Parce que même si d'habitude on a des ressources, comme moi je suis désolée, effectivement des traitements extrêmement coûteux chez des gens pour qui ça prolonge la vie de quelques jours. J'en reviens sur ce que je disais tout à l'heure en question d'efficience. C'est autant de déremboursements qu'on fait à côté ou de soins qu'on ne délivre pas à d'autres patients. Et la question, évidemment, elle ne doit pas être individuelle, elle doit être collective.
Et du coup, c'est ça. Et deuxièmement, c'est l'âge. Je ne dis pas qu'individuellement, ça n'a pas conduit à des situations paraissant extrêmement justes. Mais ça peut paraître tout de même, comme il me semble, un critère utilitariste, au sens de Bentham, assez naturel, de se dire que quelqu'un de très âgé a moins d'années à vivre que quelqu'un de plus jeune. Alors, je ne parle pas de quelqu'un en très mauvais état de santé. Mais on a beaucoup insisté comme quoi le tri par l'âge était juste parce que sinon, moi, dans un monde de raréfaction de ressources, je ne sais pas organiser le tirage au sort. Ce qui me semble la seule règle éthique. Si on ne veut pas se mettre de critères, le tirage au sort. Parce que premier arrivé, premier servi, moi je suis désolée, je trouve que c'est pas admissible en fait. Donc du coup, on est scandalisé par ce tri et les critères qu'on a mis. Mais du coup, c'est quoi la solution qui est proposée si on n'a pas de ressources à un instant T? Voilà, c'est ça la question que je pose. Sylvie, vous voulez répondre? Oui, moi aussi je vous rejoins tous les deux sur la nécessité. Peut-être que le débat ne soit plus seulement un débat de certaines personnes qui sont pour beaucoup médecins dans les médias et qui mettent en avant uniquement les arguments biologiques. Ce serait simple, s'il n'y avait que ces arguments-là, je pense que ce serait très simple. Et qu'il y a une nécessité sans doute de repolitiser un petit peu tout ça, et qu'il y a beaucoup de médecins qui disent mais sur nos petites épaules, on n'a pas envie que ça, c'est pas à nous de décider. Et je pense que penser à l'allocation de ressources, c'est un devoir éthique, c'est une question éthique, c'est une question aussi économique, c'est une question sociologique, c'est une question, enfin voilà, là, et je pense que tout cela, c'est le débat éthique sur cette question-là, ça a beaucoup été l'éthique médicale, mais pas l'éthique sanitaire où tout le monde participerait au débat, en fait. Et sur la question de l'âge, effectivement, ça a bien été expliqué, il y a des critères de comorbidité, des critères biologiques. Ça ne vaut pas le coup puisque quand on va ressortir de réanimation, eh bien la qualité de vie n'y sera pas du tout. Là, il y a eu un abaissement des critères de l'âge, alors parfois ça peut descendre et certains ils disent mais à 65 ans, on est encore vaillant, on est encore... Alors pourquoi nous, on n'aurait pas le droit? Il y a aussi, après ça, plus on baisse le critère, plus après ça devient une polémique, plus ça devient politique et donc discutable. Et justement l'idée, et c'est pour ça que ces soignants-là, c'était très bien qu'ils veuillent prendre la parole, parce qu'en fait les directions hospitalières ne veulent pas qu'ils parlent. Et je trouve ça important que des personnes de terrain qui sont confrontées à cette situation chaque jour puissent prendre la parole et témoigner de ce qu'elles ont vécu, de comment elles ont vécu, ce qu'elles ont vu, etc. Merci beaucoup. Peut-être juste un commentaire pour finir. Je pense qu'on a parlé cet après-midi de choses qui sont un peu délicates, qui sont presque même un petit peu tabous. On a parlé quand même, on en parle souvent, y compris à l'espace éthique. On a parlé de racisme, on a parlé de discrimination à l'égard des personnes âgées ou des personnes handicapées, ou de biais, mais malgré tout, c'est quand même des phénomènes un peu qui, pour le coup, ne sont pas très éthiques, mais si on veut aborder sérieusement cette question des inégalités et de l'accès aux soins, on est obligé de se coltiner et on est obligé de le regarder en face, ce côté un peu noir, en tout cas c'est peut-être pas pointable chez des gouvernants ou chez des médecins ou dans des services de réanimation, mais en tout cas c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Par contre, la question de... il faut l'aborder, une question de savoir à quel moment on aborde cette question d'allocation des moyens et comment on fait pour que ce soit une réflexion démocratique, parce qu'évidemment ce n'est pas qu'une question médicale, donc il faut l'organiser. Moi j'ai le souvenir d'un travail qui a été mené au Québec sur la priorisation dans les services de réanimation avec des personnes handicapées qui y ont participé et dont certaines disent que les critères qu'elles ont été démocratiquement amenées à produire dans une logique rawlsienne de voile d'ignorance, ne sachant rien, où elles savent qu'elles-mêmes, elles seraient discriminées dans les règles qu'elles-mêmes ont contribué à produire dans un certain nombre de scénarios qu'elles avaient pu imaginer. Donc, je pense qu'à la fois on a vu l'importance d'aller sur ces sujets, de faire comme si c'était pas là, et pour ça c'était important que vous même si c'est sur la base de témoignages et qu'on aurait aussi besoin de données un peu quantifiées, voilà, mais que c'est difficile à faire, et Florence Juzeau
nous disait ce matin sur la question des données, même de l'objectiver. Donc merci beaucoup à tous les quatre, à la fois pour avoir donné des éléments un peu d'objectivation de ces phénomènes, des éléments pour voir les facteurs qui sont à l'œuvre et éventuellement une capacité aussi à comment on peut mettre en œuvre des mécanismes qui permettent ou de réduire ces inégalités ou d'aller vers un système un peu plus juste à l'avenir. Paul Lou, 5 minutes de pause, c'est ça? On peut se donner jusqu'à 50. Allez, 15h50. Reprise à 15h50. Merci beaucoup à tous. Merci Cyrielle, merci Doris, merci Élie, merci Sylvie.